Juillet 2026, un état-major européen découvre qu'un modèle américain n'arrivera pas. Sur l'écran, la décision d'exportation est déjà verrouillée. Au même moment, à Berlin, des investisseurs signent des chèques gigantesques. La porte se ferme à Washington. Qui tient la clé de remplacement ? Épisode Defense Tech. L'Europe privatise-t-elle sa souveraineté ? Chapitre 1. La permission qui manque. Une arme logicielle peut disparaître par une décision administrative. Le contraste tient dans un écran et dans un chiffre. Selon Sifted, Washington a bloqué l'exportation vers l'Europe des modèles les plus performants d'Anthropic, considérés comme sensibles. À Berlin, les investisseurs se pressent autour de la défense logicielle. Une autorisation peut s'arrêter en une journée. Bâtir une capacité de remplacement demande des années, des équipes et des centres de calcul. L'Europe ne découvre pas seulement qu'elle achète des logiciels américains. L'accès à une fonction militaire peut relever d'une permission révocable. Dans une salle opérationnelle, cela ne ressemble pas à un débat sur l'innovation. Une carte attend, une image doit être interprétée, tandis que la chaîne de commandement ne peut pas déployer l'outil prévu. Les militaires ne cherchent pas une démonstration brillante. Ils cherchent un outil disponible quand les réseaux sont dégradés, documenté quand les équipes tournent et compatible avec leurs règles de sécurité. C'est cette continuité qui donne sa valeur à une capacité militaire. La dépendance ne se mesure pas à la nationalité du fournisseur, mais au coût d'un refus soudain. Si la solution de secours exige de réentraîner un modèle et de déplacer des données classifiées, la procédure entière doit ensuite être recertifiée. Le divorce est déjà coûteux avant même le premier tir. Un modèle utilisé pour fusionner des images, trier des signalements ou préparer une décision ne peut pas être remplacé comme une application bureautique. Son comportement s'est glissé dans des procédures, des habitudes et des responsabilités humaines. Il ne s'agit pas de remplacer l'allié américain par une bannière européenne. L'enjeu est de contrôler le droit d'usage, l'infrastructure et les évolutions du système quand la situation se tend. Une souveraineté de façade consiste à posséder une licence tant que le fournisseur consent à l'honorer. Une souveraineté opérante permet de continuer sous contrainte, avec des équipes qui savent intervenir et une autorité qui peut imposer ses priorités. À qui appartient ce droit lorsque la réponse arrive par le capital risque ? Chapitre 2. Le capital arrive avant l'État. L'urgence ouvre une porte et l'argent choisit la pièce où entrer. Helsing donne une mesure concrète de cette ruée. Selon Sifted, la société allemande a obtenu 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs comprenant Goldman Sachs et Lightspeed, pour une valorisation de 18 milliards de dollars. Le chiffre ne prouve ni la maturité opérationnelle des produits, ni leur valeur militaire. Il dit autre chose. Des financeurs acceptent de payer aujourd'hui pour une option sur des budgets de défense futurs. Cette option a une logique très précise. Si les armées européennes augmentent leurs commandes et si quelques entreprises deviennent des interfaces de leurs opérations, les détenteurs du capital initial peuvent capter une part de cette croissance. Selon le Financial Times, Lakestar a de son côté clôturé un fonds de 300 millions de dollars soutenu notamment par BAE Systems, destiné aux technologies critiques et de défense européennes. Ce n'est donc plus seulement un secteur industriel que l'on finance, c'est une classe d'actifs organisée autour d'un besoin géopolitique durable. Une rangée de dossiers d'appel d'offres avance au rythme de l'administration. De l'autre côté de la table, un fonds arbitre entre croissance, recrutement et prochaine levée. Ces deux horloges peuvent se compléter. L'État paye la continuité et supporte la responsabilité politique, tandis que le fonds assume un risque technique avant que les spécifications soient stabilisées. Le capital risque peut aussi absorber des échecs que l'achat public finance difficilement. Une équipe peut essayer une technologie, constater qu'elle ne tient pas ses promesses, puis recommencer avant d'avoir engagé un programme national. Cette vitesse a une contrepartie. La prochaine levée exige une trajectoire de croissance crédible. Les meilleurs ingénieurs reçoivent souvent une part du capital, tandis que l'attrait de l'entreprise repose aussi sur une sortie plausible. Ces impératifs ne sont pas suspects par nature. Ils deviennent un risque lorsque le produit se transforme en infrastructure dont une armée ne peut plus se passer. Un ministère cherche la disponibilité dans 20 ans. Un investisseur vise une liquidité, une vente ou une valeur plus élevée à un horizon plus court. L'enjeu n'est pas la légitimité du privé, mais la capacité à empêcher qu'une technologie financée pour l'autonomie passe sous le contrôle d'un acquéreur, d'un créancier ou d'un actionnaire aux intérêts divergents. Le capital accélère la construction, il peut aussi écrire les conditions de sortie. Chapitre 3. Le modèle souverain a un prix. Le drapeau sur le code ne garantit pas la maîtrise de la machine.
Selon Sifted, Nest AI, fondé par Peter Sarnin et soutenu par Nokia, a lancé des modèles d'IA militaires souverains après le blocage américain. L'ambition est nette, proposer à des clients européens un système dont l'accès ne dépend pas d'une décision prise hors d'Europe. Mais souverain décrit parfois une intention commerciale plutôt qu'une propriété opérationnelle. Il faut donc regarder ce que le client peut réellement faire lorsque l'outil cesse d'être une démo et entre dans une chaîne militaire. Un modèle ne vit pas seul dans un dépôt de code, il repose d'abord sur une capacité de calcul dont le matériel et l'énergie conditionnent le coût. Il doit ensuite être nourri par des données dont la circulation est autorisée et qui restent exploitables sous le secret. Enfin, il n'a de valeur que s'il rejoint les logiciels déjà utilisés par les unités, au lieu d'ajouter un écran à une table de commandement saturée. Imaginez l'outil posé près des cartes. S'il demande chaque nuit une capacité de calcul extérieure, reçoit ses mises à jour d'un fournisseur lointain ou transmet ses journaux à une plateforme imposée, son passeport européen ne règle rien. La pression concurrentielle n'est pas frontale, c'est une compression par l'amont. Celui qui contrôle les composants de calcul, l'hébergement sécurisé ou la maintenance peut absorber la marge et imposer son calendrier. Cette position est plus puissante qu'une simple vente de logiciels parce qu'elle transforme chaque amélioration du produit en facture récurrente et chaque changement d'architecture en négociation difficile. Une armée ne peut pas tester longtemps une alternative sur un système qui sert déjà à décider. Elle doit protéger ses données, former ses opérateurs et s'assurer que les résultats demeurent explicables dans sa propre chaîne de responsabilité. Nest AI peut réduire une dépendance de modèles. La question devient alors industrielle. L'Europe finance-t-elle le reste de la pile, là où le coût devient moins visible et plus durable, ou se contente-t-elle de déplacer la dépendance vers l'amont ? Chapitre 4. Achetez vite, gardez la main. Le contrat importe autant que la levée de fonds. Le faux débat oppose souvent financement public et financement privé. En pratique, la question est contractuelle. Un gouvernement peut acheter une solution européenne et perdre la main s'il ne possède ni les données d'usage, ni les droits de continuité, ou s'il ne peut changer de prestataire à un coût supportable. A l'inverse, une société largement financée par des investisseurs peut servir une autonomie solide si ses contrats réservent l'hébergement, le contrôle des versions et la continuité de service aux autorités européennes. Klaus Hommels, associé à Lextar, a qualifié la dépendance technologique européenne de vulnérabilité stratégique selon le Financial Times. Le diagnostic vise juste, mais il ne suffit pas à désigner un coupable. Goldman Sachs ou Lightspeed ne commandent pas une armée parce qu'ils investissent. Leur pouvoir apparaît si l'entreprise doit accepter une cession, réduire un programme coûteux ou privilégier le client qui rend la prochaine levée possible. Commencez par le capital. Un investisseur minoritaire sans droit de blocage n'exerce pas la même influence qu'un actionnaire capable d'empêcher une décision stratégique. Le contrat d'achat vient ensuite. L'administration doit pouvoir exiger la continuité en cas de défaillance du fournisseur, obtenir l'accès nécessaire à ces données et faire auditer les mises à jour qui touchent aux opérations. Reste l'épreuve de la sortie. Un droit théorique de changer de prestataire ne vaut rien si les données restent captives, si les interfaces sont fermées ou si personne n'est formé pour reprendre le système. Pour un décideur public, l'examen préalable ne peut donc pas s'arrêter à la localisation du siège social. Il faut lire la table de capitalisation et les clauses de gouvernance, puis mesurer les droits accordés aux financeurs. Tester un scénario concret. Une crise politique, une vente de la société ou une rupture de financement survient. Qui garde les clés? Qui maintient le code? Sous quelle juridiction? L'objectif n'est pas de nationaliser chaque ligne de code, il est d'éviter qu'un choix d'investissement privé devienne, par défaut, une décision de défense irréversible. Cette discipline ne ralentit pas l'achat, elle évite de confondre vitesse de déploiement et liberté d'action. Chapitre 5. La souveraineté est un droit de sortie. Une dépendance saine est celle dont on connaît le prix du divorce. La scène de juillet 2026 laisse une leçon moins confortable que le slogan d'autonomie. Lorsqu'une permission américaine disparaît, l'Europe ne devient pas souveraine parce qu'un investisseur européen ou américain finance un remplaçant. Elle le devient si l'autorité publique peut continuer à faire fonctionner l'outil, le modifier et, si nécessaire, le remplacer sans demander la permission à un acteur extérieur. Cette grille vaut pour chaque système critique, identifier l'intrant impossible à substituer, regarder qui possède la relation avec l'utilisateur final, puis mesurer qui peut partir sans casser l'opération. Ajoutez une question que les communiqués évitent. À quel moment la dépendance devient-elle irréversible? Elle le devient lorsque changer de fournisseur oblige à suspendre une mission, à reconstruire une mémoire opérationnelle ou à accepter qu'un tiers décide du rythme des améliorations. Le prix d'une levée
mesure l'appétit pour une entreprise. Il ne mesure pas le droit d'un État à agir. De même, une participation étrangère ne suffit pas à prouver une perte de contrôle. Le pouvoir dépend des droits de vote, de l'accès aux actifs essentiels et de la possibilité de refuser une instruction incompatible avec la mission publique. Voilà la ligne de partage entre capital utile et souveraineté par procuration. Le premier finance la vitesse sans confisquer l'option de sortie. La seconde donne l'apparence de l'autonomie tout en transférant les choix irréversibles hors de la chaîne démocratique. La prochaine annonce de défense devra être lue comme un contrat de dépendance. Le capital paie-t-il une capacité durable ou achète-t-il une option sur la décision publique? Devant l'écran verrouillé du début, la bonne question n'est donc pas seulement « avons-nous un modèle européen ?» Il faut demander « pouvons-nous le faire vivre demain, le faire évoluer sous pression, puis le quitter si sa gouvernance change ?» Sur la table de commandement, la souveraineté n'est pas un logo, c'est une clé qui reste dans la salle. Si l'Europe finance ses armes logicielles, elle doit aussi financer sa clé de sortie. C'est là que se décide la souveraineté.